Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Rien n'est joué. C'est Manuel Valls qui le dit. À 2 jours des départementales, le Premier ministre tente de mobiliser son électorat avec l'espoir de démontrer au 2e tour que lorsqu'elle est rassemblée, la gauche est plus forte. À l'UMP, Nicolas Sarkozy rêve d'une victoire en forme de triomphe et Marine Le Pen de décrocher au moins un département. Dans la dernière ligne droite, le ton monte entre Nicolas Sarkozy et Manuel Valls, avec toujours comme point de rupture l'attitude vis-à-vis du Front National. Valls s'attaque à Sarkozy. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express. En une de l'Express cette semaine, la gauche en ruine, naturellement. Nous y reviendrons. Roland Quérol, directeur du Centre d'études et d'analyse, le CETAN, directeur de recherche associé au laboratoire politique de Sciences Po. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Tenez enfin vos promesses, paru aux éditions Fayard. Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Challenge. En une de Challenge, un spécial immobilier, la pierre redevient accessible. Enfin, Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, vous enseignez à Sciences Po. On retrouve votre analyse sur le site de l'Institut de sondage départemental 2015. Comprendre le vote des Français. Première question pour commencer. Est-ce qu'à votre avis, avec cette semaine qui a été un peu folle, avec ce crash qui a naturellement marqué les esprits, est-ce qu'à votre avis, cette actualité a pesé sur les Français? Est-ce qu'on n'a pas fini par oublier qu'on allait devoir voter? Christophe Barbier. À coup sûr, la tragédie du drame du crash a escamoté un petit peu la campagne. Ça veut dire sans doute que la lancée de dimanche lundi, une gauche en échec, un Front National en pointe, le nini décrété par Nicolas Sarkozy, cette lancée-là va rester la bonne jusqu'au bout. On n'a pas eu le temps, pendant le cœur de la semaine, pour les leaders politiques, d'infléchir ce débat en introduisant de nouveaux thèmes. Est-ce que ça peut peser, Brice Teinturier, sur l'abstention, ce genre d'événement? En tous les cas, ça casse effectivement la dynamique de campagne d'un entre-deux tours, donc ça peut modérer un peu la mobilisation. Ce qu'on ne sait pas du tout, c'est si ça avantage ou pas une famille politique, ça c'est très difficile de le dire. Mais que c'est abîmer effectivement une dynamique de campagne, que ça l'ait interrompu, que ça l'ait rendu moins visible, moins lisible. Et du coup, vous dites dynamique de campagne pour le Premier ministre en particulier qui a dû suspendre sa campagne ou pour tous? Pour les trois que vous avez indiqués, c'est-à-dire les troupes étaient lancées à l'issue du premier tour, les thèmes étaient là, il y avait une mobilisation dont on se demandait justement qu'est-ce qu'elle allait donner à partir de ces thématiques-là. Et puis on a en milieu de semaine, en début de semaine, ce crash. Donc on ne sait plus très bien ce qui a pris le pas chez les électeurs. Roland Quérol ? Je crois que ça ne changera pas grand-chose. Je crois que ça a ému tout le monde, mais dans les mêmes conditions. Il n'y a pas de raison que ça influe sur les résultats du scrutin. Je crois que les résultats du second tour sont largement contenus dans ceux du premier. Et s'il y a une augmentation de l'abstention, ça sera aussi parce que l'un des grands partis politiques, avec le Nini, appelle des gens à s'abstenir. Donc ça sera probablement difficile de mesurer la moindre influence. C'est vrai qu'avant le premier tour, on craignait une abstention. Elle a été un petit peu moins forte que prévu. La campagne repartait. Il y avait un intérêt et ce crash a vraiment mobilisé les esprits. Et on se demande si les Français, je vous repose ma question, Guylaine Ottenheimer, ils sont moins dans ce temps peut-être de l'élection. Oui, vous craignez, vous, moi, je trouve que déjà que les 50% de Français qui sont allés voter, je trouve que déjà, c'est formidable. Ils étaient très politisés parce que c'est quand même une élection où on ne sait pas très bien quels vont être les pouvoirs des conseils départementaux. Et les quelques pouvoirs qu'on leur connaît, en fait, ils ne sont pas très grands puisque c'est l'État qui décide du niveau des prestations sociales et c'est juste un guichet. Bon. Donc un guichet de droite, un guichet de gauche, ça ne change pas énormément de choses et on n'a pas vu de thème émerger. Donc c'était vraiment des gens qui étaient quand même assez politisés et qui ont voulu donner leur avis. Alors là où je pense donc que ça ne changera pas grand-chose parce que ceux qui ont été... Et en revanche, vous êtes tous d'accord là-dessus, il n'y aura pas d'influence. Je pense en revanche que c'est vrai que quand Valls a essayé de remobiliser, redonner un peu d'esprit à la campagne de la gauche, là l'esprit a été cassé parce que c'est lui qui a mené la campagne à gauche, c'est lui qui a donné le ton, il n'y a que lui qui a émergé. Et là, évidemment, à partir du moment où il s'est occupé du crash, d'une certaine manière, la campagne a perdu un peu de son intérêt. Ça aurait été différent si ça avait été un attentat terroriste.
Bien sûr. Oui, Là, bien évidemment, sûr. les thématiques de campagne en auraient été profondément infléchies. Ce qui joue beaucoup sur la mobilisation et sur le niveau de l'abstention, c'est moins, je pense, ce crash et ce qu'il peut induire sur la campagne, que le fait qu'il y a de nombreux cantons où vous avez des duels gauche-FN ou des duels droite-FN, donc des familles politiques qui ne sont plus représentées, donc des électeurs qui auront moins envie d'y aller, a fortiori quand il y a des consignes de vote en ce sens. C'est ça qui va structurer le niveau d'abstention beaucoup plus encore que l'actualité de ces derniers jours. Est-ce qu'on a une lisibilité, une vraie lisibilité sur ce second tour? Effectivement, vous le disiez, il y a des triangulaires, c'est difficile, il y a des sondages qui sont publiés ici ou là, on a le sentiment qu'on flotte un petit peu, c'est très compliqué de savoir le nombre de départements, de se projeter en termes d'élus. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez une visibilité sur le scrutin? Roland Querol, peut-être pour commencer. Oui, je veux bien, mais je crois que non, c'est vraiment dimanche soir et probablement dimanche soir assez tard qu'on pourrait essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'on aura d'une part les départements, et évidemment, c'est très important de savoir combien de départements tombent de gauche à droite, si le Front National arrive à en arracher un, ce que la gauche peut arriver à sauver sur les 60 qu'elle dirigeait, combien il en garde. S'il en garde 20 ou 30, c'est une vraie catastrophe. S'il en garde 35-40, bah voilà, il dira c'est pas si mal que ça. Et puis, il faudra regarder en effet le comportement des électeurs du premier tour dans le passage, ce qu'on appelle les reports de voix au second tour. Et là, c'est évidemment compliqué parce qu'il faudra regarder, je pense que les sondeurs nous y aideront, il faudra regarder ce qui se passe dans chaque cas de figure. Comment les gens font en cas de triangulaire, comment ils font en cas de duel gauche-FN et comment ils font dans le cas de droite-FN. Donc il y a 3 cas de figure. Ça sera compliqué d'agréger les 3. Il faudra regarder les 3 séparément. Ça sera un travail de fourmi, mais qui sera intéressant parce qu'il est aussi très prédictif de ce qui va se passer dans la vie politique jusqu'au présidentiel. Il y a une ou deux choses qu'on peut dire sans pouvoir mesurer l'atterrissage exact en nombre de départements. Mais malgré tout, le Front National fait 25,2% au premier tour. Il aura quoi au second tour? Une centaine de cantons? Une centaine de cantons sur l'ensemble, ça veut dire qu'en termes de représentation, il va se retrouver à 5% de représentation. Ça, vous le mesurez? On peut anticiper parfaitement le nombre, on va dire, de cantons que le FN est en possibilité de gagner. Quand je dis parfaitement, on ne sait pas. Non, mais ce qu'on peut anticiper parfaitement, c'est que ça sera de l'ordre de la centaine, pas plus. Il y aura peut-être un département, éventuellement 2, mais pas plus. Donc il va y avoir un enseignement et un décalage extrêmement fort parce qu'on est au tour décisif où on va voir que ce qui se prépare, c'est la victoire de l'UMP. Et c'est un Front National dont la minorité de blocage va être par nature moindre parce que c'est un scrutin majoritaire à 2 tours, parce qu'il faut des alliances. Et cette fois-ci, on aura un Front National, j'ai envie de dire, pas ramené à sa juste mesure, parce que 25% au premier tour, c'est important, mais on va voir que la traduction de ces 25% au second tour en élu est très faible. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut anticiper. Alors, c'est devenu le mot magique, unité. La gauche a mesuré au soir du premier tour les dommages de la division dans son camp. Le président consulte, le Premier ministre fait savoir qu'il est prêt à ouvrir son gouvernement aux Verts, aux Frondeurs. Et le PS a même prévu une réunion au sommet avec les partis de gauche, les autres partis de gauche, dès lundi. Mais sur le fond, la fracture est profonde. Pour mettre tout le monde d'accord, Manuel Valls a une solution. Cibler Nicolas Sarkozy, Maxime Vauthier et Maxime Laugier. Et maintenant, nous accueillons Manuel Valls, qu'on remercie d'être là ce soir. Monsieur le Premier ministre. Hier, à Orléans, Manuel Valls était attendu comme le Messie. À lui, le Premier ministre, le militant socialiste, de mobiliser le peuple de gauche, qui pourrait voir le département de l'Indre-et-Loire et tant d'autres basculer à l'UMP de Nicolas Sarkozy. J'entendais encore récemment le président de l'UMP. Je crois qu'il s'agit, si j'ai bien compris ces derniers jours, de Nicolas Sarkozy, dire à un de nos compatriotes qu'il appelle musulman que s'il voulait que ses enfants puissent manger conformément à leur foi, il n'avait qu'à aller dans des écoles privées. Ça s'appelle courir derrière le Front National. Taper sur l'ancien président pour mieux rassembler sa gauche, une vieille recette de 2012 qui n'est peut-être plus au goût du jour. Il y a 3 ans, pour la présidentielle, Éric Coquerel et le parti de gauche appelaient à faire barrage à Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, à 2 jours du second tour des départementales, le ton a changé. Le PS n'aura pas son soutien dimanche.
c'est pas des alliances qui apparaîtront politiciennes pour tout le monde, parce qu'effectivement, entre Valls qui défend une politique d'austérité, qui est du côté de Merkel, et puis nous qui sommes du côté de Syriza et contre les politiques d'austérité, on voit bien qu'il n'y a rien de commun. Nous, on est pour la 6e, eux sont pour la 5e République. Donc, vous voyez, non, moi je crois qu'il faut parler vrai, et la défaite, elle est inévitable, et elle est inévitable à cause du gouvernement. Le parti de gauche, symbole de ces divisions qui mettent le Parti socialiste en souffrance. Dimanche dernier, au premier tour des départementales, sur les 2054 cantons où l'on a voté, la gauche s'était rassemblée dans seulement 430. Résultat, une élimination dès le premier tour dans 524 cantons, due, dans 256 cas, à la division des forces de gauche. Face au risque de débâcle au second tour, la gauche tente de garder la face. Hier soir à Bobigny, le PS, les écolos et les communistes faisaient meeting commun. Une belle photo, mais rien de plus. Pour Pierre Laurent, l'alliance est de circonstance. Le sens de notre initiative commune, comme de mes déplacements dans d'autres cantons du département, c'est d'empêcher cette conquête du département par la droite, parce qu'on sait déjà que dans les villes qui ont été conquises par la droite en Seine-Saint-Denis, eh bien les dégâts en matière de politique sociale, de politique culturelle sont déjà très importants quelques mois après. Donc on imagine ce que ce serait au niveau du département. De là à se ranger dans le futur derrière Manuel Valls, il n'y a qu'un pas qu'il ne franchira pas. Autour de la politique de Manuel Valls, il n'y aura pas de rassemblement, je l'ai déjà dit. Nous ne pouvons pas, nous, soutenir la loi Macron. Nous ne soutiendrons pas l'amplification des politiques d'austérité. Donc, il n'y aura pas de rassemblement autour de la politique de Manuel Valls. Et c'est bien le problème. Si ceux qui veulent construire du rassemblement à gauche doivent entendre le message des électeurs de gauche qui demandent un changement de cap politique et le retour à des promesses sociales, à une véritable lutte contre la finance qui n'a pas été mise en œuvre depuis 2012. S'il ne pourra compter sur les communistes, le Premier ministre pourrait être tenté, après les départementales, de s'appuyer sur certains écologistes dans son gouvernement, comme Barbara Pompili, interrogée sur le sujet hier soir. Il y a une demande de rassemblement, il y a une demande à ce que la gauche redevienne ce qu'elle était quand on a voté pour le président de la République, c'est-à-dire une gauche large qui comprenne le front de gauche, qui comprenne les écologistes. Ça veut qui dire un retour aussi des Verts au gouvernement? Si on vous propose un poste de ministre, vous l'acceptez? Est-ce qu'il faut que les Verts reviennent? Si le président de la République montre qu'il a entendu cet appel et montre qu'il veut élargir sa majorité pour revenir à la majorité de 2012, bien évidemment qu'il faut qu'on en fasse partie. Bien ça veut dire si François Hollande vous appelle, vous répondez favorablement? S'il nous appelle et qu'il nous propose des chantiers, on a entendu ce qu'il a dit, a priori il ne veut pas changer de cap, je le regrette. Maintenant, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il lance des nouveaux chantiers. Il nous a dit qu'il était sensible à la question écologiste, il faut qu'on le voie dans les faits aujourd'hui. Dès le lendemain du second tour des départementales, le Parti socialiste entamera une série de consultations avec les partis de gauche, avec l'ambition d'une nouvelle union. Et nous reprenons notre discussion avec cette question. Valls ne s'est-il pas montré trop passionné durant cette campagne? Son image ne va-t-elle pas en pâtir, Christophe Barbier? Non, je ne crois pas que ce soit par la passion qu'il puisse être puni. Il a été fidèle à son caractère, à son style d'abord. C'est quelqu'un qui n'a pas refusé l'obstacle. Il est monté au feu dans des conditions difficiles. Le problème de Manuel Valls, c'est qu'il va se retrouver devant une équation insoluble. La première inconnue de cette équation qui la rend insoluble, c'est le Congrès. Le Congrès d'un parti, le Parti socialiste, où il est attendu avec des fusils. Et on va lui dire, ta politique nous a mené à l'échec des départementales. Ensuite, l'union de la gauche. Impossible, l'union de la gauche. Impossible. Oui, parce que soit il change de ligne, il met de l'eau très sociale dans son vin social-libéral. Et à ce moment-là, les milieux économiques perdent de confiance et son pari d'un retour de la croissance fécond en emploi s'effondre. Soit il reste sur sa ligne, il n'arrivera pas à faire rentrer des membres du gouvernement nouveaux, donc il est coincé. Alors soit il cède au président qui lui fait des calculs politiciens pour 2017, et à ce moment-là, la ligne qu'il incarne avec Emmanuel Macron va se diluer et il aura beaucoup de mal à rester crédible et à avoir des résultats. Soit il réaffirme sa ligne fortement, comme avant les élections lors de l'épisode du 49-3. Et là, c'est incompatible avec des risettes à Pierre Laurent et des sourires à Emmanuel Cos. Donc il est un peu coincé. Troisième terme très compliqué de l'équation Valls, les régionales. Aller au régional en décembre sans avoir d'ici là une baisse continue du chômage sur au moins 3 ou 4 mois, quelque chose de concret.
ça va être très compliqué pour Manuel Valls. Peut-il survivre à 2 échecs électoraux consécutifs? Je me mets à la place des gens qui vous écoutent et qui se disent « Ah, c'est ça, donc qui se joue en ce moment, c'est totalement de la politique politicienne, de la tambouille d'écurie pour la prochaine présidentielle. » Il va y avoir, au lendemain de cette élection, un remaniement tambouille, c'est évident. Voilà. Il y a des départs techniques, ceux qui veulent notamment être candidats au régional, qui vont céder leur place entre maintenant et l'été. Et puis il y a ces manœuvres politiciennes. Et en même temps, on a le sentiment qu'il y a une tectonique des plaques assez intéressante qui est en train de se passer à gauche, entre le parti de gauche, le front de gauche, qu'il en reste, le parti communiste, les Verts, et ce qu'il reste des frondeurs du PS. Est-ce que ça, à votre avis, Manuel Valls peut l'enjamber? Est-ce qu'une fois que les élections seront passées, on peut aller s'asseoir sur cette division? Non, mais on voit bien, je crois, que ce qui est en train de se préparer, c'est une fragmentation de cette opposition de gauche. Puisqu'effectivement, vous ne pouvez pas la ramener dans une unité qui serait une unité de façade. Eh bien, vous la fragmentez. C'est ce qui se passe au niveau des écologistes, et c'est ce qui se passera aussi avec une partie probablement des frondeurs ou d'une opposition de gauche. Donc comme ça, vous avez un pôle dominant qui est le PS, et puis des fragments. Pour répondre à votre question première sur la popularité de Manuel Valls, oui, il va sortir affaibli. Il va sortir affaibli parce que ça va être un échec électoral. Et puis aussi, sa fermeté, son volontarisme, ça ne sont pas en question, mais il clive beaucoup plus qu'avant. Il avait un soutien très fort de sympathisants de droite qu'il a commencé à perdre parce qu'en rentrant en campagne, en désignant le Front National comme il l'a désigné, eh bien forcément, il fait plus de mécontents à droite et du coup, sa popularité baisse. Son objectif maintenant, c'est pas tant d'être très populaire à droite, c'est d'être populaire à gauche, non? C'est son objectif, effectivement, c'est de garder son leadership, de garder sa capacité à impulser, à diriger, et donc de fragmenter un peu son opposition de gauche pour pouvoir maintenir son leadership. Est-ce qu'il avait intérêt à attaquer comme il le fait, à cibler, à rentrer dans une sorte de duel avec Nicolas Sarkozy en termes d'opinion? Oui, moi je crois, parce que si au bout d'un moment vous vous dites, et vous le dites vous-même, son objectif c'est pas d'être populaire à droite aujourd'hui, eh bien il faut désigner des adversaires, et pour la gauche, le Front National d'une part, Nicolas Sarkozy d'autre part, restent des adversaires prioritaires. Roland Carrel ? Oui, moi je crois que Valls sort politiquement renforcé de cette période. En effet, ça n'a pas d'importance qu'il ait moins de soutien à droite. En revanche, il a montré à l'électorat de gauche, du centre-gauche, qu'il en avait, quoi, que c'était lui qui menait la bataille. Il a assumé le rôle de chef de la majorité politique pendant une campagne. Et en effet, il s'est mis au niveau du chef de l'opposition. Il est donc le chef naturel de cette gauche-là. Donc, je crois que lui, dans les milieux politiques, chez les militants, chez les sympathisants, chez ceux qui s'intéressent à la politique, il sort renforcé. Alors, il reste le problème extrêmement compliqué. Je crois que le Congrès ne sera pas un si grave problème que ça. Mon sentiment est qu'il est déjà presque verrouillé, ce Congrès. Cambadélis a fait tout ce qu'il fallait pour que l'immense majorité des secrétaires fédéraux des départements du PS et les élus parlementaires soient à 80% derrière lui. Donc je pense qu'il n'y aura pas de possibilité de flinguer Manuel Valls. En revanche, le vrai psychodrame de la gauche, c'est qu'elle ne peut espérer gagner une grande élection que dans l'unité, et que l'unité est impossible. Et donc, gérer à la fois cette impossibilité et cette nécessité, ça, c'est la bouteille à l'encre. Alors, on va, comme toujours, commencer par faire les choses à moitié, puis on verra après. C'est-à-dire que le remaniement ministériel, il s'inscrira dans cette logique. On ne peut pas avoir, Pierre-Laurent, vous avez vu ce qu'il vient de dire là, changer de politique et on verra, ils ne vont pas changer. Il n'en veut pas de Manuel Valls. Ils ne vont pas changer de politique. Et il ne veut pas de la politique qu'il appelle d'austérité. Et il ne va pas se mettre à changer d'avis pour essayer de gagner des sièges. Donc, il n'y aura pas ça. Mais l'entrée de quelques écolos, d'un ou deux frondeurs, d'une personnalité indépendante. Ça suffira. Il faudra bien faire avec. Ça sera comme un signe donné. Roland Quérol et les uns les autres, les leçons que le gouvernement va retenir de ce scrutin, qui va quand même être très rude pour le Parti socialiste et pour le gouvernement, parce que là on dit c'est très favorable pour Manuel Valls, mais enfin dimanche soir on va voir quand même une carte qui va passer du rouge au bleu. Les leçons, parce que je me mets un petit peu à la place des gens qui nous regardent, ça va être de dire on fait rentrer Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé. Est-ce que c'est une façon de dire aux Français on vous a écouté, Guylaine Ottenheimer? Je crois que d'abord, quand on parle de Valls, il n'y a pas de ligne Valls. C'est François Hollande qui décide de la ligne politique et économique. Il l'a répété et il a répété, je ne changerai pas de ligne politique. Donc Valls, lui, il est un peu là pour faire le tam-tam, la communication, animer un peu sa majorité, mais surtout les credos qu'il a
affiché au cours des dernières années, que ce soit les 35 heures, que ce soit la retraite plus tard, que ce soit la dégressivité des allocations chômage, il n'a engagé aucun bras de fer avec le président de la République. Il est dans sa roue. Bon. Donc il faut bien savoir que c'est quand même Hollande qui a les manettes. Bon. Et là, il y a un moment justement, où les deux trajectoires vont être très difficiles à concilier. Celle du président, celle du Premier ministre. Oui, parce qu'on rentre dans un nouveau temps, je trouve, moi, avec ce deuxième tour des cantonales. Jusqu'à présent, on était quand même dans le poste on s'est débarrassé de Nicolas Sarkozy qu'on pouvait plus supporter, on regarde un peu de quoi François Hollande est capable, on l'a mis plus bas que terre et puis finalement on lui donne une nouvelle chance. Et là, on va commencer à se projeter sur 2017. Vous allez voir, ça va aller très vite parce qu'il va y avoir les primaires à droite à partir de la rentrée qui vont rentrer en campagne. Donc ensuite les régionales, ça sera vraiment le dernier tour de chauffe avant les présidentielles. Donc on va avoir un François Hollande est-ce qu'il a encore une chance avec une gauche divisée? Si un candidat du Front de gauche, avec une gauche qui est aujourd'hui à 35%, est-ce qu'il va pouvoir être en deuxième position à la présidentielle? Et si dans les sondages, on voit de plus en plus que François Hollande a peu de chances de passer le deuxième tour, on va voir des sondages qui montrent que peut-être que Manuel Valls, lui, a une chance. C'est pour ça qu'il n'a pas totalement intérêt non plus à complètement perdre une partie de l'électorat de droite qui lui est favorable, la fameuse triangulation qu'avait fait Tony Blair, mais aussi Ségolène Royal, parce que plus il est populaire, plus il a des bons sondages, plus il peut tenter sa chance. Pour le moment, il est dans la roue de Hollande et il ne fera jamais un sale coup au président de la République. Mais peut-être que la vie politique l'imposera. Peut-être que l'impossibilité pour François Hollande de se redresser, sauf très bons résultats sur le chômage. Maintenant, quant au remaniement, ils ne vont pas le faire tout de suite. Ils vont prendre leur temps parce que c'est le dernier remaniement avant la présidentielle. Il faut qu'il soit réussi. Il faut qu'il y ait des grosses prises. On ne peut pas se contenter de Mme Pompili et peut-être d'un frondeur aubriste. Ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait des grosses prises. Ils pensent à la société civile, aux syndicats, à des écologistes de renom. Il faut que c'est un peu de gueule. Ça, vous parlez là, vous dites Manuel Valls ou François Hollande? Je parle de l'Élysée. Vous parlez de l'Élysée. À votre avis, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Parce qu'encore une fois, il y a eu des éléments de langage. Maintenant, c'est habituel. Une vraie opération de communication, plutôt bien menée d'ailleurs de la part du Parti socialiste pour dire que c'était pas vraiment une défaite, en tout cas moins attendue. Justement. Mais Roland Quérol, juste une question. À votre avis, comment est-ce qu'on va répondre à ce qui s'est exprimé là dans les urnes, qui va être très clair encore une fois dimanche soir? Est-ce qu'il suffit que François Hollande dise je fais un remaniement? À votre avis, comment il est en ce moment le président de la République? Il l'a dit comment cette défaite? Moi, je crois qu'il y a une chose qui le rassure dans cette défaite et qui, d'une façon générale, pour répondre à votre question précédente, rassure le gouvernement dans son ensemble. Qui est qu'au fond, on s'était installé petit à petit, au gré des sondages, dans l'idée qu'au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen serait qualifiée et que ce serait probablement la droite en face d'elle. Et c'est pas ça que nous dit le premier tour des cantonales. Les cantonales nous disent que, alors je ne veux pas faire des agrégats trop sympathiques à Hollande, mais si on prend hors Front de gauche et hors écologistes qui sont avec eux, ça fait quand même 28-7 pour cet ensemble divers gauche, radicaux, sociaux. Ça veut dire que tout de même, ils sont devant ce magma-là et devant le Front National. Donc, les pronostics sur qui vont être les deux qualifiés sont beaucoup moins sûrs qu'ils ne le paraissaient sur la base des sondages. Vous êtes en train de nous dire que ces élections-là, qui vont apparaître comme une défaite, c'est une espérance pour François Hollande. Ils vont être une défaite. C'est en même temps une espérance pour la qualification au premier tour de la présidentielle. Et c'est ça en ce moment qui se joue. On n'est pas dans une logique d'affronter un deuxième tour de présidentielle. Ça, on verra. Et ça laisse du temps pour les alliances. Est-ce qu'on peut faire croire aux gens qu'on peut être au premier tour? Alors je sais bien qu'après, Christophe l'a dit, tout dépendra des résultats sur le chômage, de la situation économique et du climat social et économique en France. Et là, on a quelques mois devant nous pour voir venir. Mais la bonne nouvelle de ces cantonales, c'est ça. C'est que nous ne savons pas sur les trois grandes forces, les deux qui seront là au premier tour. Je note quand même que je vous interroge depuis quelques minutes et que les uns et les autres, vous enjambez systématiquement ce deuxième tour pour nous parler de... Non, mais c'est pas un reproche, hein. Pour nous parler du congrès de 2017, du remaniement. Lundi matin, qu'est-ce qui se passe pour le président de la République? Qu'est-ce qui se passe
pour le Premier ministre. Mais il y a une carte de France qui a changé de couleur. C'est ça qui va être terrible, c'est qu'on va avoir quand même le rose disparaître du nord et de l'est et de la Grande Couronne. Et ça veut dire que quand même c'est une base, un relais électoral qui disparaît. Alors certes, le Front National va avoir très très peu d'élus par rapport à son score de premier tour. C'est pas sûr qu'il y ait un département. S'il y a un département, bon, ça sera très important symboliquement. Parce que, quand même. Oui, parce que comme on dira après qu'un parti n'est pas républicain s'il est président d'un conseil départemental. Ça veut dire que s'il n'est pas républicain, il ne peut pas devenir président d'un conseil. Il est déjà à la tête de certaines mairies. Oui, donc déjà, ça commence à devenir compliqué de simplement se débarrasser du Front National en disant il n'est pas républicain. Il va falloir aller un peu plus loin dans ce reproche en brevet républicain. Mais le Front National gagne petit à petit des places, des relais électoraux, ce qui quand même, pour la présidentielle, je suis d'accord que pour le moment, et Roland Garros a tout à fait raison là-dessus, l'ordre d'arrivée du tiercé de la présidentielle n'est pas du tout déterminé, définitif. Personne ne sait aujourd'hui si le Front National est arrivé au dos de sa courbe ou s'il peut encore monter. On ne sait pas. Mais simplement, ce qu'on sait, c'est que plus il a de relais sur le territoire et plus il assoit sa crédibilité, plus Marine Le Pen a une chance de faire un bon score à cette élection qui lui est très favorable, parce que c'est sur un homme, avec la thématique du sauveur, un discours populiste. Alors, si on reste à lundi, et pas encore la... Allez, restons à lundi, si vous le voulez bien. Je crois qu'il y a quand même des seuils symboliques qui vont être importants. Si le PS passe, ou la gauche, à moins de 30 départements, là c'est une déroute qui nous rapprochera du score historique de 92, historiquement bas pour la gauche, et pour le coup c'est quand même un peu plus compliqué à gérer pour le gouvernement. Petite parenthèse, ils disent 20 et tout ce qu'il y a au-dessus de 20, c'est bien. Oui, mettre la barre. D'accord. Volontairement. Voilà. Oui, évidemment, marée basse de 92, donc le seuil le plus bas historiquement, c'était 23 départements pour la gauche. Donc si on est en dessous de 30 départements pour la gauche, là pour le coup c'est véritablement une déroute. Si vous êtes entre 30 et 40 à 35, c'est une lourde défaite, mais déjà ça rentre un peu plus dans le schéma qu'on indique. Et puis l'autre seuil symbolique, c'est si jamais le PS gardait la gauche 40 départements, alors là ils pourront dire, ce sera toujours une défaite, vu d'où ils viennent, mais ils pourront dire effectivement ça a été amorti. Ça va peser malgré tout sur la perception et sur l'ambiance et sur le climat. Et ça va peser sur autre chose de fondamental, qui est la question de la fragmentation. Parce qu'effectivement, si la gauche est fragmentée, et si elle est par exemple à 30 départements, elle est fragmentée, mais si elle est à 30 départements, il y aura aussi une question qui sera posée par le gouvernement ou par la ligne, on va dire, Hollande-Valls à ses alliés. Est-ce que vous voulez mourir et que tout le monde meurt fragmenté? Eh bien, on continue comme ça pour les régionales et pour la présidentielle, parce que du coup, le seuil de qualification, on retrouvera du 21 avril avec une gauche totalement fragmentée, et à ce moment-là, ce seuil peut permettre à Marine Le Pen de se retrouver au second tour, ou, nonobstant les divergences de fond qu'il peut y avoir, on trouve quand même du terrain d'entente. Donc la question de l'unité, elle sera aussi reliée au seuil et au symbolique qu'on va obtenir dimanche soir. C'est pour ça que dimanche soir, il faut quand même regarder les choses de près. Alors, nous en venons maintenant à la droite. L'UMP a fait le choix du nini. Le parti avait anticipé les inévitables crispations dès qu'il s'agit de l'attitude à adopter vis-à-vis du Front National. Nicolas Sarkozy tente tant bien que mal de tenir la ligne, mais il n'a pas réussi à éviter quelques désistements républicains ici ou là. Malgré tout, la droite réussit à afficher l'unité avec l'UDI et une partie du MoDem pour mettre tout le monde d'accord. Là encore, la technique est toujours la même. Nicolas Sarkozy fait du Front National sa principale cible. Sarah Sisman, Magali Lacroze et David Lemarchand. Comme un avant-goût de victoire. Nicolas Sarkozy triomphant, main dans la main avec Jean-Christophe Lagarde, son allié de l'UDI, venu en guest star. Pour son dernier meeting, le chef de l'UMP avait choisi Perpignan, pas tout à fait au hasard. Dans les Pyrénées-Orientales, le FN est arrivé en tête avec 31% des voix. Alors l'objectif est clair, dramatiser le scrutin. Si vous voulez que ça ne change pas, vous votez socialiste dimanche ou vous votez Front National. C'est la même chose. Je ne dis pas que le Parti socialiste et le Front National, c'est la même chose. Je ne veux blesser personne. Mais le résultat sera le même. Tant que je serai président de la famille, je n'accepterai aucun accord avec le Front National. Et de mobiliser ceux qui seraient tentés de s'abstenir avec une figure pour le moins imagée. Ceux qui ne votent pas, parce qu'ils sont dégoûtés, disent-ils, je peux les comprendre. Mais ça revient à rester dans une voiture dont on ne donne même pas son avis sur le choix du conducteur.
Jean-Christophe Lagarde, lui, préfère éclipser le sujet du Nini, sur lequel les deux chefs de parti ne s'accordent pas, et vanter l'unité de la droite. Je suis heureux d'être ici ce soir avec le président de l'UMP, que nos militants de l'UMP et de l'UDI, que nos candidats qui sont ici aient fait campagne ensemble, se battent ensemble pour pouvoir donner un espoir aux Français en colère. On a beaucoup, et sans doute trop parlé, de l'extrême droite dans cette campagne. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un voter pour l'extrême droite avec espoir. Il peut le faire avec colère, il peut le faire avec rage, il peut le faire parfois avec rancune. Il ne le fait pas avec espoir. De l'espoir, la droite en a beaucoup pour dimanche, où elle espère ravir à la gauche une vingtaine de départements. Tandis que le Front National mise notamment sur le Vaucluse et l'Aisne. Quoi qu'il arrive, c'est déjà un succès pour sa présidente, qui paradait sous les objectifs à Hénin-Beaumont, où le parti a dépassé les 50% au premier tour, jouant à fond la carte de la victoire, mais aussi celle de la victimisation. Avez-vous entendu une seule proposition de l'UMP ou du PS, un seul programme politique pour les départementales? Zéro. Zéro. Lutter contre le Front National, lutter contre le Front National, lutter contre le Front National, lutter contre le Front National. J'entends souvent dire, on a déjà essayé le PS, on a déjà essayé l'UMP, il faut désormais essayer le Front National. Eh bien moi je vous dis, l'essayer, c'est l'adopter. Nous avons des réserves de voix importantes. Ce qu'il nous faut faire, c'est les mobiliser. Mobiliser ce potentiel gigantesque de ceux qui sont déçus de la politique, qui ont oublié le chemin des urnes et qui aujourd'hui vont y revenir parce que précisément il y a l'espoir de ces élus bleu marine. Et d'attaquer l'ancien président qui refuse toujours de débattre avec elle. Lui n'en a cure. Vous avez bien travaillé. Une large victoire dimanche le conforterait dans son rôle de premier opposant à François Hollande et créerait une dynamique pour l'UMP et ses alliés en vue des futures échéances. Une dynamique dont le MoDem ne s'exclut désormais plus, même si le parti préférerait avoir affaire dans le futur à un autre que Nicolas Sarkozy. L'idée d'une majorité nouvelle passe nécessairement par la construction avec des gens qu'aujourd'hui qui ne sont pas dans cette majorité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ça veut dire effectivement que nous travaillons avec des gens, vous savez, on a de bonnes relations avec Alain Juppé, il y a une perspective qu'éventuellement puisse y avoir une majorité autour de lui qui se construit. C'est une perspective intéressante pour le pays, parce qu'il est ouvert et nous avons besoin d'ouverture d'esprit. Le scrutin aura eu cet effet bénéfique pour la droite, lui permettre de se rassembler, mais aussi de se recomposer. Et hier soir, lors de son meeting, Manuel Valls a accusé Nicolas Sarkozy de courir après le Front National. Et cette question, justement, à quand un grand débat Valls-Sarkozy? Il a déjà lieu, non? Oui, il a lieu par tréteau interposé, mais c'est vrai qu'on aimerait l'avoir sur un seul plateau, comme ça, de visu. Le chef de la majorité d'un côté, le chef de l'opposition de l'autre. Ça ne sera pas facile à accepter pour Nicolas Sarkozy, parce que lui, il se considère dans un match avec François Hollande. Il attend la revanche, le match retour. Il le joue quand même là en ce moment, le match contre Manuel Valls. Il le joue, mais de tréteau en tréteau, au service d'une campagne départementale. C'est autre chose que de venir se mettre à égalité, de plein pied, avec un autre homme en face à face, comme s'il ne parlait pas à l'échelon supérieur. Ce n'est pas simple. Ce qui est bien pour François Hollande dans cette campagne, c'est que ça a dégagé le terrain présidentiel. Valls fait le boulot. S'occupe des émois de la gauche, s'occupe d'attaquer la droite. Pendant ce temps-là, le président préside. Comme il le fait depuis janvier, depuis les attentats de Charlie Hebdo, ça ne l'a pas obligé à descendre dans l'arène. Donc c'est quand même tout bénef pour François Hollande. Sans doute, Manuel Valls aura-t-il droit à un peu de gratitude? Le fait d'avoir déjà eu le droit, l'autorisation de dire « je serai encore Premier ministre au lendemain du scrutin ». Ah oui, c'est lui qui l'a dit le premier. Il a dit le premier, mais il l'a dit parce qu'il savait que le président ne le démentirait pas. Donc c'est déjà la preuve d'une association entre les deux hommes. Alors je rappelle quand même le sujet de notre émission. Valls s'attaque à Sarkozy. L'un des angles d'attaque de Manuel Valls dans cet entre-deux tours, d'ailleurs il avait commencé un peu avant le premier tour, c'est le Nini. Et il a une nouvelle fois fustigé le Nini prôné par Nicolas Sarkozy, accusant l'UMP d'avoir un projet pour le, je vous le cite parce que quand même, le moins, avec moins de services publics, moins de solidarité, voilà pour la petite blague. Le si-ninisme, a dit également Jean-Christophe Cambadélis, c'est l'angle d'attaque de la gauche, le Nini. C'est un point de fragilité pour Nicolas Sarkozy? Oui.
Oui. C'est le vrai point de fragilité. Alors il y a aussi, évidemment, il y aura la bataille des primaires, il y aura les programmes, mais il y a ce problème de la stratégie d'alliance qui est quand même fondamental dans une démocratie où personne ne peut espérer tout seul atteindre 50% le moment venu. Le Nini, quand il a été appliqué, il a fonctionné, c'est-à-dire qu'il a constitué un rempart contre le Front National d'une totale efficacité. Les seules fois où on a vu des élus à l'Assemblée nationale, Front National, c'était parce que, justement, il n'y avait pas de respect de la discipline républicaine, en l'occurrence, les 2 fois par des socialistes. Chaque fois qu'il y a eu désistement républicain plus que Front républicain, ça a été un barrage extrêmement efficace. Sur la pression des militants UMP, qui en avaient marre avec cette idée on va se désister pour la gauche, c'est notre ennemi, la direction du parti a accepté ce Nini. Ce qui est d'abord extrêmement dangereux quand un grand parti gouvernemental appelle les gens à s'abstenir, on ne peut pas après verser des larmes de crocodile sur l'abstention. Ouais. Et puis, c'est ce qui a achevé de dédiaboliser le Front National. Si vous dites Nini, ça veut dire qu'on met sur un même critère de balance d'apothicaire, les socialistes et le Front National. Alors Nicolas Sarkozy s'en défend, ça, maintenant. On l'entend dire. Vous êtes d'accord qu'en ce moment, il est en train de corriger le tir ? Sarkozy est celui qui a absolument imposé cette stratégie à son parti. Le jour où, pendant l'élection partielle du 12, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il est allé devant le groupe parlementaire UMP. Et lui, il a dit, ne faisons plus le Nini pour cette élection partielle, laissons les gens s'abstenir, ou voter pour le candidat d'en face, si vous voulez dire le socialiste. Plein de députés n'ont pas compris. On dit comment lui, qui nous a fait la guerre là-dessus, il vient tout à coup, sans nous expliquer pourquoi, changer d'avis. Et pourquoi il change d'avis ? Il a changé d'avis parce que devant le bureau politique de l'UMP, il a perdu pendant cette élection du 12. 22 voix contre 20, on dit on refuse la solution Sarkozy, ce qui est inouï. Un chef de l'UMP mis en minorité par son propre bureau politique. Donc il est bien forcé de gérer le Nini. Mais il sait parfaitement que c'est une voie absurde. Quand on fait du Front National l'ennemi principal, on ne dit pas Nini. On est d'abord contre l'ennemi principal. Donc si Valls tape sur le Nini, ça veut dire qu'il sait, il appuie là où ça fait mal. Ça veut dire que dans les semaines qui viennent, Nicolas Sarkozy va être tenté de corriger le tir sur cette stratégie-là ? C'est compliqué à faire. Non ? Oui, le Nini est incohérent, Roland l'a bien expliqué. Si vous dites Nini, c'est qu'ils sont égalité. Si vous dites, ah ben non, quand même, je n'amalgame pas le PS et le Front National. S'il y en a un moins pire que l'autre, bah vous votez pour le moins pire. Donc il n'y a plus de Nini. C'est incohérent. Par ailleurs, la preuve que le Nini est une erreur, c'est que ça a été contredit, combattu par le bas et par le haut. Par le haut, c'est Juppé, c'est Larcher, c'est NKM, etc. Et par le bas, ce sont tous ces petits candidats qui, dans les cantons, ont retiré la candidature. Mais dans les sondages, les électeurs de droite, ils sont favorables. Alors maintenant, le mystère du Nini, c'est de savoir si Sarkozy a fait sauter une digue des électeurs. Les sondages qui comptent, c'est le comportement électoral. Est-ce que les électeurs du UMP, voyant le Nini et le considérant comme un on fait ce qu'on veut, vont aller vers le Front National et se dire, il y en a marre de faire élire des socialistes depuis 30 ans, depuis que Mitterrand a, entre guillemets, inventé le Front National, on va aller maintenant voter contre le PS, et puis finalement, ce candidat du FN, on était à l'école avec, il n'est pas si terrible que ça, etc. La stratégie de la banalisation. Si là, les digues ont sauté, alors là, on va avoir dimanche des surprises. Mais c'est quand même parce que, pardonnez-moi, juste pour que Christophe Barbier termine, on va avoir des surprises. Pourquoi ? Par exemple, dans l'Aisne où des candidats UMP se sont retirés, sous-entendu pour ne pas faire le jeu du FN. Si ce sont quand même les candidats FN qui passent, ça sera bien la preuve que l'électorat de UMP, lui, aura préféré le FN au PS. Et donc, on aura des surprises dans ce sens. En fait, on n'est pas dans une position aboutie, parce qu'il y a ce raisonnement de la porosité entre les deux électorats, et qu'on ne veut plus mettre la question sur les valeurs, parce que c'est la droite qui dit mais il ne faut pas juger sur les valeurs, il faut faire programme contre programme. Moi, je pense qu'en politique, quand même, les valeurs, c'est important. Et à un moment, il faut dire où le Front National n'est pas républicain, donc n'a pas le droit d'exister, et est dangereux pour la République, etc. Il faut l'expliquer vraiment pourquoi et convaincre les Français. Mais on ne peut pas rester dans ce nini. Ça me rappelle le ni privatisation, ni nationalisation de François Mitterrand. Je pense que c'est des positions qui ne sont pas comprises par les Français. Ils attendent d'un chef qu'on dise on va vers là, on va vers là. C'est pas le statu quo. Ah ben je sais pas. Bah finalement c'est pas bien là, mais c'est pas bien là non plus. Non, il y a des valeurs et puis il y a des intérêts aussi. Alors si vraiment l'intérêt, et s'il a dans sa tête Nicolas Sarkozy que finalement les gens qui votent pour le Front National, ils sont pas très loin de ceux qui votent pour l'UMP et qu'il y a quand même des tas de choses en commun dans leur vision des choses. Eh ben il faut le dire clairement. Guylaine Ottenheimer, est-ce qu'il aurait mieux fallu dire, selon vous, abstenez-vous, plutôt que Nini ?
Non, il fallait garder la position qu'il y avait avant, qui est que face au Front National, les partis de gouvernement font front. Il fallait garder cette histoire. Chirac, Juppé et d'autres. Mais la conséquence du nini, une fois que vous avez dit nini, et si par ailleurs, ce que fait Nicolas Sarkozy, vous tapez sur la gauche, eh bien vous êtes un électeur UMP. On vous dit que le Front National, finalement, par rapport à la gauche, il n'y a pas de raison de choisir. Et on vous dit aussi, matin, midi et soir, que la gauche mène le pays à la ruine. C'est une incitation, une invitation à aller au Front National. Donc mais c'est ça qui a fortiori, aussi Brice, si Nicolas Sarkozy emprunte tout au long de but certains thèmes sur le fond au Front National. Alors, juste une question. On reste sur ce sujet, mais Marine Le Pen, comment est-ce qu'elle sait qu'elle va profiter du nini? Comment est-ce qu'elle gère? Comment est-ce qu'elle regarde ça? La deuxième conséquence que ça crée, c'est qu'effectivement, quand vous avez des duels à ce moment-là qui sont des duels droite-FN, eh bien les électeurs de gauche sont beaucoup moins incités que dans le passé à se mobiliser pour aller voter pour le candidat UMP. Ils le font. C'est-à-dire ceux qui vont voter, ils vont voter pour le candidat UMP. Mais on a un bloc plus important que dans le passé qui dit « moi je reste chez moi ». À partir du moment c'est la réponse du berger à la bergère malgré tout. Donc ça a aussi cette conséquence. Et la troisième conséquence qui a été évoquée, elle est redoutable, c'est que quand vous avez des élus locaux qui effectivement se retirent en disant « je vais me retirer, on est trois, ça risque de faire passer le Front National ». C'est en se retirant qu'il risque de faire passer le Front National. Parce qu'un UMP aujourd'hui qui se retire, il gelait des voix UMP. Ces voix UMP, demain, elles vont aller sur le Front National. Donc quand ça s'est produit, ça, quand sur le cet élu local des se retire, élus qui se sont maintenus. Ce n'est pas pour éviter une victoire du Front National, c'est pour éviter qu'on lui fasse porter à lui le chapeau en s'étant maintenu de la victoire éventuelle du Front National. Dans cet entre-deux-tours, un mot sur Marine Le Pen. Comment est-ce qu'elle a géré? Parce qu'on a l'impression que ça se passe entre Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Et bon, elle n'a pas bien géré le soir du premier tour. Parce qu'honnêtement, passer de pratiquement rien dans les dernières élections cantonales à ce score-là, voilà, c'était quand même pas mal, passer de 15 à 25, mais en termes de capacité d'avoir des élus, elle savait au soir du premier tour des cantonales de 2011 qu'elle en aurait 0 ou 1, là elle sait qu'ils vont peut-être friser la centaine d'élus quand même départementaux, et peut-être la chance de prendre des conseils départementaux des présidences. Elle n'a pas su gérer ce succès-là parce qu'elle s'est laissée enfumer par les dernières enquêtes d'opinion et que n'étant pas le premier parti de France, pour reprendre son slogan préféré, il y a eu une mauvaise gestion. Ils se sont fait finalement piéger par Manuel Valls. Maintenant, dans l'entre-deux tours, je trouve que sa position en retrait pour laisser en effet les phénomènes pervers se dérouler, c'est-à-dire des électorats libérés des deux côtés pour éventuellement faire son jeu, c'est plutôt plus habile. Et puis elle prépare le troisième tour. Et les régionales. Parce que le troisième tour, pour moi, c'est pas les régionales, c'est les présidences. Parce qu'il va y avoir des élus, et puis il y a des départements où il y aura une majorité incertaine. Est-ce qu'on ne va pas voir des élus départementaux UMP voter pour un candidat à la présidence d'un conseil général FN pour éviter que ça va être compliqué. Il y a la charte. Il y a la charte. Il y a la charte. C'est aussi compliqué que 98 pour les conseils régionaux. Mais simplement accepter les voix. Ou accepter les voix du FN pour être difficile. C'est très compliqué, mais... Allez, on avance. On parle d'un bastion de la gauche, c'est le Nord, les terres de Martine Aubry. Dès le premier tour, les résultats annoncent une victoire de l'UMP et de l'UDI. La gauche paye ses divisions. Mais pour la maire de Lille, se votait d'abord la sanction de la politique nationale, des mauvais choix, dit-elle, du gouvernement qui profite à l'opposition. Elle y voit aussi la colère d'électeurs désespérés qui ont rejoint les rangs du Front National. Reportage Laurent Saïda Diop et Mathieu Vibo. Durant des décennies, on l'a surnommée Halluin-la-Rouge. Une petite ville de 20 000 habitants, un bastion communiste puis socialiste, en plein cœur du Nord. Mais depuis le premier tour des départementales, ça se confirme, Halluin n'a plus grand-chose de rouge. Les socialistes, ils ont pris une belle claque. Ils ont pris une belle claque dans le Nord, ici. Enfin, chez nous, ici. Côté Lille, enfin, Halluin. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Des choses qui ne vont pas. Et le peuple français, qu'est-ce qu'il fait quand il y a rien qui va? Il se venge sur les élections. On a eu plein de promesses et rien qui se passe. Donc on vous dit en 2012 le chômage il va baisser fin de l'année, l'année suivante on vous dit il va baisser à la fin de l'année, puis enfin en 2015 on vous dit ah bah non, tout compte fait, ça baissera pas. S'il y avait dit ça en 2012, je suis pas certain que Hollande aurait passé. Hein. Les gens sont un peu déçus, donc ils essayent d'aller vers d'autres choses. C'est peut-être pas toujours bien, je crois pas, mais bon. Vers quelles autres choses?
Ils sont partis vers le Front National. Hein. Ils ont eu la droite, ils ont eu la gauche qui n'allait pas. Bah, ils essayent d'aller ailleurs. C'est peut-être pas toujours un bon choix, mais c'est ce qu'ils font. Il faut toujours sourire. Bonjour. Le sourire, toujours le sourire, pour mieux cacher la défaite. Je suis déçue, forcément. Je suis déçue parce que quand on perd une élection, c'est jamais évident. Mais je suis surtout déçue pour tous les gens, toutes les personnes qui croyaient en nous, en la solidarité, en nos valeurs, la parité, la laïcité. Donc c'est un petit peu, c'est très décevant aujourd'hui. Voilà. Ils accusent le coup, les socialistes, éliminés dès le premier tour, avec moins de 19% des suffrages, et pourtant ce canton, c'était le leur. Aujourd'hui, on paye ce contexte national, on paye un fort taux d'abstention. Je reste convaincu que l'abstention nous coûte bien plus à nous, force et sensibilité de gauche. Dimanche, les électeurs d'Halluin auront le choix entre UMP et FN. Un cas loin d'être isolé dans le département du Nord. Ici, le PS n'a pas réussi à se qualifier au second tour dans 27 des 41 cantons. Alors, à la fédération du parti, on tente d'analyser la défaite. On fait les comptes. Tu as quoi là? Voilà l'analyse. D'accord. Ok. Les cantons ont été éliminés et les cantons qui restent. Le patron de la fédération en est persuadé. Certains électeurs traditionnels du PS ont déserté. Ils ont préféré voter FN. Nous devons effectivement permettre de réfléchir avec le gouvernement, avec le président de la République, pour permettre d'avoir des mesures qui permettent l'inflexion de cette politique économique, pour entendre le message que nous passent ces électeurs désespérés qui subissent de plein fouet la crise économique et qui, par cette protestation, vont vers le Front National. Tous ces bâtiments font partie de cette sorte de maison mère du département du Nord. Et c'est bientôt chez vous, ça? Ça ne sera jamais chez moi. Moi, je considérerais toujours comme un locataire très éphémère. Il a le triomphe modeste, Jean-René Le Cerf. Et pourtant, ce candidat UMP a gagné haut la main et dès le premier tour dans son canton de l'île 2. De quoi faire de lui le favori pour la présidence du Conseil général. Je pense que la messe est dite dans déjà une majorité des cantons. Après, le problème, c'est de savoir si la majorité absolue étant à 21 cantons, si on en aura 23, 24, 25 ou 26. Mais c'est peut-être pas fondamental. Un président UMP, 17 ans que ce n'était pas arrivé, la rose socialiste semble bel et bien fanée dans le département du Nord. Alors, Martine Aubry, on l'a bien compris, explique que la défaite dans le Nord est liée au fond à la politique nationale. Je voulais vous poser cette question. Pourquoi nos politiques ont-ils voulu nationaliser ces élections locales? Qu'est-ce qu'elles payent au fond, Martine Aubry? Je crois qu'il y a pratiquement à toutes les élections locales, il y a un moment où on nationalise. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va remettre les résultats sur le dos du gouvernement, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Donc il est indispensable au moins de saisir... On n'a que nationalisé, là. On n'a parlé que du national. Oui, mais en même temps, les enjeux locaux, puisqu'en plus, on ne sait pas exactement ce que vont faire les départements, que c'est très compliqué à expliquer, qu'on ne veut pas revenir là-dessus. Bon, voilà. Mais cela dit, Martine Aubry paye là, quand même, une absence de leadership dans sa région. Je veux dire, elle n'a pas renouvelé le personnel politique, elle n'a pas finalement su vendre ce qu'elle a fait à Lille, qui n'était pas si mal, mais elle n'a pas su en faire un exemple, un modèle. Et c'est quand même certaines fédérations, on l'a bien vu dans les journaux, il y a certaines fédérations qui ont quand même été en état de déliquescence, qu'il fallait remettre... Fédération du Parti Socialiste, oui, c'est les structures locales du mais parti. c'est ça qui fait le sang d'un parti, c'est ça qui fait le résultat des élections. C'est pas seulement ce que dit le Premier ministre, c'est de la bataille sur le terrain, c'est la crédibilité, c'est l'empathie qu'on a pour les représentants de ce parti. Pourquoi ont-ils nationalisé le scrutin à gauche? Parce qu'à l'issue des municipales, ils se sont dit au municipal, on a voulu localiser le scrutin et on a pris une raclée phénoménale. Donc autant essayer... On change de stratégie. Oui, ou on change de stratégie, on essaye. Deuxième élément, c'est... On nationalise le scrutin toujours à gauche parce qu'il est impossible de le localiser. Déjà au municipal c'est compliqué, mais une ville vous pouvez encore mobiliser sur des enjeux locaux. Mais au niveau du département, concrètement ça veut dire quoi une campagne locale sur le département, sans même parler de la question des attributions. Et à droite, pourquoi ont-ils nationalisé aussi le scrutin? Parce qu'ils y avaient intérêt dans la perspective d'un vote sanction. Donc tout a concouru
du côté des forces politiques, je ne parle même pas du Front National qui avait évidemment intérêt, tout a concouru pour qu'on fasse de ce scrutin un scrutin à dimension nationale. Donc dans le Nord, il n'y a pas de leçon à tirer localement de cette Dans le Nord, défaite. il y a des dimensions à tirer, comme au municipal, c'est ajouté pour la gauche une sanction à une sanction nationale, des sanctions locales. C'est-à-dire qu'on a bien vu au municipal qu'il y avait beaucoup d'exécutifs locaux municipaux aussi, détenus par des socialistes, qui avaient des bilans qui étaient des bilans négatifs, ou un personnel politique qui en était à son 4e bail. Et bien dans le Nord, vous avez le double effet. Il y a aussi évidemment des raisons locales qui expliquent que le département du Nord... Un mauvais bilan des socialistes dans le Nord, c'est ça? Personnel, l'action... Une usure, 17 ans, une usure. Et ça sera encore plus vrai au régional où ils sont en poste depuis longtemps. Mais je crois que toutes les élections locales sont nationales depuis qu'on a adopté le quinquennat. Parce que les Français se disent, il n'y a plus de législative. Avant, il y avait 7 ans pour le président, mais au bout de 5 ans, si on n'était pas content, législative, cohabitation. Là, il n'y a plus de législative. Les prochaines législatives sont après la prochaine présidentielle. Donc la couleur des législatives dépendra de la couleur du président. Donc si on veut sanctionner un président... C'est maintenant, à chaque occasion, un référendum, on vote non. On ne regarde pas la question, on vote non. Une municipale, départementale, on vote non. C'est-à-dire, on vote contre le pouvoir national, puisqu'on n'en est pas content. Donc, tant qu'on n'aura pas un gouvernement qui aura de puissants et excellents résultats, les élections intermédiaires, locales, seront des sanctions nationales, c'est-à-dire des sondages en vrai. C'est écrit à l'avance. Est-ce qu'on peut ajouter, concernant le Nord, qu'il y a évidemment une sanction locale en même temps qu'une sanction nationale, pour les raisons qu'a dites Guylaine, à mon avis, un parti socialiste à bout de souffle, non renouvelé, et en proie à des batailles internes absolument lamentables. Moi, je crois qu'il y a aussi le problème de Martine Aubry. Vous parliez du mot d'unité, et les gens, ils aiment bien l'impression de l'unité. Martine Aubry, elle s'exprime rarement sur ce qui se passe au niveau national, mais quand elle fait, c'est pour voler dans les plumes du gouvernement. Elle est quelque part entre les frondeurs, et même assez près des frondeurs souvent, et la critique du gouvernement. Et je crois que ce type de situation, quand on fait campagne dans un moment qui est très gauche-droite Front National, c'est pas ce qu'il y a de plus. Ça donne pas très envie. Mais juste, Roland Carole, ils devraient aimer ça, les Français, cet esprit un peu critique vis-à-vis du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils adhèrent pas quand Martine Aubry l'incarne et le porte? Parce que probablement, elle donne le sentiment qu'elle n'a pas été contente d'avoir été battue dans les primaires et qu'elle joue en permanence une espèce de revanche contre François. Qu'est-ce qui lui arrive et comme les aujourd'hui journaux le disent beaucoup, les gens le croient encore plus. Alors, on se doute qu'elle est en colère, hein, là où on se parle à Martine Aubry. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour Martine Aubry? Parce que parfois, chaque fois qu'on l'évoque, on dit pourquoi pas Matignon? Elle pourrait rassembler la gauche. Là, elle est fragilisée aujourd'hui. De plus en plus loin de tout ça. Elle est fragilisée à la veille du Congrès, et que ce qu'on entend aujourd'hui à l'Élysée ou à Matignon, c'est en gros ah bon, les aubristes, où ils sont, combien ils pèsent, c'est qui? Alors que c'est vrai qu'il y avait une aura autour de Martine Aubry. C'était une possibilité de changement de gouvernement, de changement de cap. Et c'est vrai que si, je ne sais pas quel miracle, François Hollande avait décidé de changer de politique pour essayer de faire à nouveau une vraie union de la gauche. Non, c'est pas le cas. Une vraie union de la gauche avec un peu d'ouverture. Parmi les premiers ministres. C'est fini ça. Oui, c'est sorti. Elle va être très minoritaire. Si elle fait une motion particulière au Congrès, je pense qu'effectivement, quand Madelis est en train de verrouiller une large majorité, mais si Martine Aubry, dont on ne sait pas encore quelle est la position, voulait se démarquer, elle ne ferait pas un score extraordinaire. Mais ce qu'on voit élection après élection, c'est que de toute façon, la critique à la gauche du PS pour une politique qui devrait être plus à gauche, etc., ne prend pas dans l'opinion. On l'a vu dans les cotes de popularité de ses leaders, on l'a vu lors des élections municipales, on l'a vu au premier tour des élections départementales. Le score du Front de gauche, même en y ajoutant les binômes Front de gauche écologistes, qui sont donc dans une logique d'opposition à la ligne gouvernementale, tourne autour de 8%. Donc cette division ou cette critique gouvernementale par la gauche ne profite pas à leurs émetteurs. Et c'est ça qui est en train, je crois, d'apparaître de plus en plus clairement et qui sera peut-être, on le verra bien, l'enjeu de l'après-second tour pour une éventuelle meilleure unité à gauche, parce que cette fragmentation ne profite même pas à ceux qui C'est l'originalité française, c'est que effectivement les propositions les plus à gauche et les plus populistes, elles sont chez Marine Le Pen, quoi. Je veux dire l'équivalent de Podemos en Espagne. Non, mais sur un certain nombre de sujets, elle est en train de draguer un électorat populaire qui normalement en Grèce ou en Espagne va plutôt vers des partis d'extrême droite. L'électorat ouvrier, l'électorat populaire,
il est parti en effet chez Marine Le Pen. Par ailleurs, Martine Aubry, c'est la dame des 35 heures. Donc la mettre au gouvernement, c'est donner au milieu économique un signe tellement contraire à ce qui est professé. Ça reste ça encore dans l'opinion. Ah oui, ça serait pour les patrons le pacte d'irresponsabilité qui serait signé par François Hollande. Alors là, il partirait dans Ah mais attendez, pour eux, c'est la dame qui a fait les 35 heures. C'est terrible. Et nous allons passer maintenant aux questions SMS. Y a-t-il une volonté de tester le FN au niveau local avant de voter pour lui au niveau national? Sûrement, oui. Sûrement pour les électeurs, sûrement. Il y a cette idée, voilà, c'est le mouvement vers la banalisation et l'entrée dans un système et vers un système qui fonctionnerait avec 3 partis. Donc on le fait au niveau local comme on le ferait à un autre niveau. Et si ça marche, ça peut aider encore plus les gens à le refaire. Je ne crois pas à l'effet laboratoire. Ce n'est pas laboratoire. Je parle des électeurs. Les essayer au niveau local, si ça marche au Conseil général de l'Aisne, on en fera une présidente de la République. Ça marche électoralement. Je pense que ça marche en 2 temps. Pas dans le programme. Je pense que ça marche en 2 temps. Je pense que les électeurs ne votent pas Front National en élection locale en disant je veux voir comment ça marche. Ils votent pour des raisons d'exaspération, de zapping après la droite. Mais si jamais il se débrouillait pas mal dans un département, dans une ville ou dans plusieurs, à ce moment-là, il y aurait une légitimation et ça pourrait faire venir des gens en disant après tout, je ne démarre pas plus mal que les autres. Ayons la démonstration, ceux qui votent pour ces... Mais c'est à 2 temps, c'est pour plus tard. Alors, peut-on dire que Sarkozy a réussi sa campagne, Brice Teinturier? Oui, incontestablement, à partir du moment où l'UMP va être la grande gagnante de ce scrutin, et elle le sera, Nicolas Sarkozy en tirera des bénéfices. Alors peut-être indus, parce que la dynamique, elle était aussi là au municipal, mais malgré tout, il est le président de la formation politique qui va l'emporter. Et donc, ce sera perçu comme un vote d'adhésion, non pas de rejet de la majorité en place, comme nous l'expliquait tout à l'heure Christophe Barbier. Bien sûr qu'il y aura ça. Et on peut ergoter, discuter sur le poids ou l'apport réel de Nicolas Sarkozy. Mais il va quand même être celui qui est à la tête de la formation, qui va rafler une trentaine de départements. Pas avec une progression si énorme que ça. Quand on regarde. Oui, pas 5 points par rapport à 2011. Ce n'est pas non plus. Oui, d'accord. Mais à partir de la combien photographie de dimanche soir, c'est le nombre de départements. Oui, on va se tourner là vers Brice Teinturier. Mais en termes de niveau de droite, ce n'est pas non plus extraordinaire. Il n'a pas encore regonflé les voiles. Un chiffre, Brice Teinturier, à partir de combien de départements c'est un succès pour Nicolas Sarkozy, pour l'UMP? Mais c'est un succès pour l'UMP parce que de toute façon, la gauche en sort affaiblie. Donc c'est le niveau 30 départements ou moins pour la gauche. Si elle se retrouve à moins de 30 départements, ça sera quelque chose d'extrêmement important pour l'UMP. Valls pense-t-il vraiment qu'il est l'artisan du résultat mitigé du Front National, Roland Querol? Oui, sûrement, il doit le penser. Il a raison de le penser? Personne n'en saura jamais rien. Le problème, c'est que nous avons eu des sondages qu'il mettait nettement plus haut. Et qu'il a fait moins que les sondages. Mais les sondages n'avaient peut-être pas raison. Peut-être que ça n'a rien bougé. Mais enfin, comme apparemment il y a eu un mouvement de retour en arrière, celui qui a vitupéré contre le Front National peut dire c'est grâce à moi, c'est de bonne guerre en tout cas. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Manuel Valls n'a pas arraché, pour reprendre le mot de Hollande, des électeurs au Front National. Des gens qui disaient je vote Front National, ils écoutent Valls. Ah ben non, je vote plus parce que c'est des méchants. Il n'y en a pas eu. En revanche, il a mobilisé à gauche des gens qui voulaient bouder ou pas y aller, qui se sont dit c'est vrai, il a raison, on vit une période troublée. Marine Le Pen montre et c'était fait. Et donc les vases communicants ont fonctionné. Mis à part Florian Philippot, le FN a-t-il un autre débatteur? C'est vrai qu'on le voit beaucoup, Florian Philippot, sur les plateaux de télé. Marion Maréchal Le Pen. Jean-Marie Le Pen, parfois, sait perforer la cuirasse des adversaires. Florian Philippot, Louis Alliot sert aussi un petit peu. Nicolas Bay commence à monter. Vous savez ce que dit cette question? C'est insuffisant pour faire une équipe crédible pour gouverner. C'était évident. Ça veut dire que Marine Le Pen, si elle est au 2e tour de la présidentielle, si l'UMP est éliminée, elle devra trouver des gens à l'UMP qui franchiront le Rubicon et qui diront, bah voilà, plutôt qu'un 2e quinquennat Hollande, on va collaborer, si j'ose dire, avec le Front National. Tant qu'elle n'aura pas réussi à arracher des élites à l'UMP, elle sera limitée. Alors, une question pour Brice Teinturier. Les électeurs du FN dont les candidats ont été éliminés, iront-ils voter? Si oui, pour qui? Eh bien, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les reports traditionnels qui, jusqu'à une date récente, étaient en gros la moitié s'abstient, 20% vont sur le candidat de gauche et 50% vont sur le candidat de droite. On a plutôt des électeurs qui vont de moins en moins, les électeurs FN du premier tour, de moins en moins au second tour sur le candidat de gauche. On est plutôt à 6-10%, donc quasiment rien.
une partie à 40% en gros qui va sur le candidat UMP, et les autres de plus en plus qui restent chez eux. C'est-à-dire que c'est un vote qui s'autonomise de plus en plus et qui est moins marqué par ce qu'on pouvait appeler au second tour, je parle bien au second tour, le gaucho-lepénisme, c'était l'expression de Pascal Perrineau, ou en tous les cas des électeurs qui votaient à gauche au second tour. Certains abstentionnistes du premier tour vont-ils voter? Si oui, quel parti peut profiter de leur voix? Bien sûr qu'il y en aura, c'est toujours comme ça. Je le disais la dernière fois, il y a d'un tour à l'autre d'une élection. On parle de 20%. Ça, il y a 20% de renouvellement interne. Donc il y aura beaucoup d'abstentionnistes du premier tour qui vont y aller parce que souvent ils s'aperçoivent qu'il y a une élection. Le premier tour ne les a pas intéressés. Là, il y a un tour. Il y a un tour décisif. Donc on va participer à un tour décisif. Alors comment? Là, je dirais que ça dépendra beaucoup des cantons et de la bataille qui se passe. Je ne crois pas qu'il y ait une loi générale qui peut expliquer ça. Les mauvais chiffres du chômage vont-ils nuire au Parti socialiste? C'est là où l'histoire de l'avion qui s'écrase a peut-être joué un rôle. C'est qu'on a beaucoup moins parlé de ce mauvais chiffre du chômage que s'il n'y avait pas eu le crash de la 320. Ouais. Mais je pense que les Français sont très attentifs. Ils ne l'auront pas manqué. Et ils savent que l'inversion de la courbe, une fois de plus, c'était pas pour maintenant. De toute façon, même 0,1% de chômage en moins, ça ne bouleverse pas les... 0,4 en plus, alors là, les résultats du second tour, ils sont très largement inscrits dans les résultats du premier tour. Ouais. Donc c'est une question d'amplification. Il faudrait un événement exceptionnel en termes d'impact pour tout à coup modifier la donne. Ça se voit quasiment jamais. Donc... La victoire attendue de la droite va-t-elle avoir une influence sur le choix des compétences futures des départements? Non. Aucune. Aucune. Non, la loi est en discussion, elle est pratiquement terminée. Non, il n'y aura pas d'impact. Mais est-ce que le candidat à la présidentielle de droite remettra sur l'établi ce qui était le conseiller territorial, ce qui cassera les grandes régions, est-ce qu'il sera reparti? Bien sûr. Que faut-il faire pour que l'exécutif comprenne enfin qu'on le rejette massivement compte tenu de ses mauvais résultats? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on en tire des leçons de politique politicienne alors que les gens votent au bout d'un moment pour quand même dire quelque chose. En démocratie, il n'y a qu'une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre la prochaine échéance nationale pour changer de président. Sinon, il faut faire la révolution. Il faut descendre dans la rue, bloquer le pays. Il faut juste accepter la légitimité des élections présidentielles, législatives, le mandat qu'elles donnent et leur durée. Donc vous dites aux gens qui vont voter dimanche, bon, votez, faites-vous plaisir, mais ça ne changera pas la ligne politique, ça ne changera rien. C'est très important, à mon avis, qu'il y ait ces élections intermédiaires qui jouent aussi ce rôle. Donc c'est une soupape aussi. C'est une soupape, c'est utile. Mais ça ne remet pas en cause la légitimité. Les politiques disent toujours que c'est un message qui est envoyé par la population. Vous verrez, ils le diront lundi. On a compris le message qui nous a été envoyé. On sait que vous attendez un changement, vous l'aurez. En même temps, on ne peut pas dire toutes les 5 minutes que le quinquennat c'est trop court et attendre toutes les élections pour changer de politique. Absolument. Avec la gauche aux affaires, mon pouvoir d'achat a baissé et je dois choisir entre un candidat PS ou FN. Il me reste l'abstention. Le pouvoir d'achat des Français n'a pas baissé. Ou le vote blanc, vous dites? Le vote blanc, il faut aller voter et voter blanc. Le vote blanc n'est pas compté parmi les exprimés. Et là, sinon là, le vainqueur, il pourrait gagner à 35% seulement. Mais il est compté à part des nuls. Donc on peut voir désormais cette expression du choix impossible. Le vrai nini, il est là. Il augmente le vote blanc d'une manière générale? Au deuxième tour de la présidentielle, il était quand même notable. Il y a beaucoup d'électeurs Bayrou du premier tour qui n'ont pas voté. Il faut quand même répondre. D'une manière générale, il augmente depuis 10 ans. Il faut quand même répondre à cette personne que si elle paye beaucoup d'impôts, c'est certes à cause de ce qu'a fait ce gouvernement, mais aussi ce qu'a fait le gouvernement d'avant, puis le gouvernement aussi d'avant. Donc à un moment, peut-être qu'il faut qu'elle réfléchisse à sa personne qui est le plus proche de ses valeurs et de sa conception de la France. Voilà. Il n'y a pas que les impôts avant de voter. Il n'y a pas que le pouvoir d'achat, c'est ça que vous répondez. Le pouvoir d'achat, les impôts. Que cherche Manuel Valls à travers ses combats contre le FN et contre Nicolas Sarkozy? Brice Teinturier, qu'est-ce qu'il cherche? Je crois qu'il cherche à affirmer d'abord un leadership au sein de sa majorité et puis à incarner celui qui combat le plus ce qui est un symbole encore très fort à gauche, qui est le symbole du Front National. Et quand on est dans ce type de combat-là, on n'est pas dans le combat économique non plus. Le combat économique aujourd'hui, il est impossible pour Manuel Valls. Il ne peut pas aller devant les électeurs en justifiant d'une action économique. D'ailleurs, il ne le fait pas. Donc il peut espérer remobiliser la gauche sur des combats extrêmement symboliques, extrêmement puissants. Et le Front National, qui monte par ailleurs, lui offre cette possibilité. On n'en a pas parlé lors de cette émission, mais quand même c'est important. Mélenchon est-il politiquement mort? On n'est jamais politiquement mort. Maintenant, l'enjeu de Mélenchon, c'est d'arriver... blessé quand même. Oui, il faut qu'il arrive à se frayer un chemin, à se trouver une place dans cette espèce de première union, non pas de la gauche, mais des partis de gauche en vue des régionales. Lundi matin, le PS invite
les partenaires de gauche à se réunir. C'est pour éviter d'avoir la même division régionale, qui sera mortelle, qu'est-ce qu'ils ont eu au départemental. Deuxième enjeu pour Mélenchon, être de nouveau le candidat à la présidentielle du Front de gauche. Moi, je pense que Pierre Laurent, il a envie de lui d'être candidat. Une dernière question. Pourquoi le PS ferait-il rentrer les Verts dans le gouvernement alors que ceux-ci ne pèsent plus rien sur le plan électoral? Pour les pas de candidat à la présidentielle. Pour fragmenter les Verts qui ne sont pas unis par rapport à la ligne gouvernementale et pour préparer effectivement. Et on en est déjà à 2017. On parlait des départementales et on finit par parler de la présidentielle. Il y a quand même aussi sur le fond une volonté de Hollande d'être plus écologiste dans la perspective de la conférence climat. Ça serait bizarre de ne pas avoir d'écologistes au gouvernement quand on fait la conférence climat. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25 lundi. Vous retrouvez Axel de Tarlédon, c'est-à-dire Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 5.